À la une de l'actualité ce soir, pour la réconciliation nationale, la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, sollicite l'implication personnelle du président du Faso. Ses membres sont allés donc demander l'appui de Roch-Marc Christian Kaboré ce 31 mars. Mais de quelle façon la coalition souhaite cette entente nationale? On en parle dans ce journal. Dans le journal également, les députés prennent des nouvelles des prisonniers de Ouagadougou, des parlementaires qui se sont beaucoup intéressés aux conditions carcérales. Va-t-on vers l'adoption de nouveaux textes sur les prisons du Burkina Faso? Éléments de réponse dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une démarche sincère qui engage le peuple burkinabé. Voici comment la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, voit le processus de réconciliation qu'elle appelle de tous ses voeux. Ce matin, face au président du Faso, ses membres ont souhaité l'implication de ce dernier dans le processus. On en parle avec Yacouba Gamene et Nathalie Kaouré. Cette séance de travail entre le président du Faso et les membres de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale fait suite aux différentes rencontres que la CODER a eues avec plusieurs autres personnalités burkinabées. Après avoir fait le point de ces rencontres au chef de l'État, la CODER lui demande de s'engager personnellement pour que la réconciliation nationale soit une réalité au Burkina Faso. Nous pensons qu'il serait bon que le chef de l'État puisse lui-même s'impliquer pour organiser des assises nationales préparatoires à la réconciliation nationale et une réconciliation qui ne fait pas l'économie aussi de ce qui s'est passé. Une réconciliation où chacun assume sa part de responsabilité. Selon les membres de la CODER, le président du Faso a promis d'examiner leurs requêtes avec beaucoup d'attention. À leur suite, une délégation de l'ONG Hunger Project est venue se présenter au président du Faso. Cette ONG intervient au Burkina Faso dans plusieurs domaines, notamment en milieu rural. Nous avons des activités sur la nutrition, sur la santé et sur le food security aussi que nous avons. Et tout cela, c'est la population elle-même qui s'engage à faire ce travail. À cette audience, la délégation de Hunger Project a reçu les encouragements du chef de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré invite cette ONG à persévérer dans son travail pour un changement de mentalité des populations rurales afin que celles-ci adhèrent aux différents projets de développement que Hunger Project met en œuvre à leur profit. Bientôt un projet qui va accroître la création d'emplois au Burkina Faso. Le programme Burkina Startup va encourager les startups et appuyer les jeunes entrepreneurs. Son coût, environ 10 milliards de francs CFA. Le projet vient d'être débattu ce matin en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a également discuté d'autres sujets d'intérêt. Mathias Drabo, Mounira Kiri. Une bouffée d'oxygène pour le monde des affaires burkinabé. Le Conseil des ministres de ce 31 mars a adopté le programme de financement burkinabé Startup. Un programme qui vise à lutter contre le chômage et améliorer l'accès au financement des jeunes entrepreneurs. C'est un programme donc qui va s'étaler sur 5 ans en raison de 2 milliards par an, soit 10 milliards de francs CFA, et qui vise à améliorer les conditions d'accès au financement, à favoriser l'émergence des jeunes entrepreneurs innovants dans tous les domaines, à contribuer à l'accélération, à la transformation et à l'innovation dans le business et à accroître la création d'emplois par les jeunes. Du côté de l'enseignement supérieur, plusieurs infrastructures doivent sortir de terre d'ici la fin de l'année 2017. Le Conseil marque son accord pour la construction et l'équipement de cités universitaires ainsi que d'autres infrastructures. Un projet qui doit coûter environ 35 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de Ouagadougou pour 1000 lits, de Koudougou pour 1000 lits, de Dédougou pour 500 lits, de Fadangourma pour 500 lits et de Waïbouya pour 500 lits. En plus donc des cités, c'est-à-dire donc des lits, il faut compter des restaurants universitaires de 800 places, un foyer, un centre multimédia, des paillotes d'études, des magasins, des parkings, des équipements sportifs, à savoir notamment des terrains de football, de basket, de handball, et la clôture de ces équipements-là avec des guérites. Dans la même lancée, le Conseil approuve les résultats des travaux pour la construction d'infrastructures sanitaires dans les 13 régions du Burkina. Nous avions déjà, il s'agit de construire donc dans les 13 régions des médicaux avec antenne
chirurgicale. On avait déjà fait un premier lot d'attribution. Il restait le lot 4 qui concerne Yama et Nakanga dans le district sanitaire de Zorgo et Boulpouré dans le district sanitaire de Zignaré. Le Conseil des ministres a enfin adopté un décret portant évaluation de la performance des structures de l'administration publique. L'ambition étant d'améliorer l'efficacité des structures publiques, de renforcer la productivité de l'administration et enfin de rationaliser les dépenses de l'État. À Bobo Dioulasso, c'est fini pour les travaux de comité conjoint de suivi et d'évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 3 jours auront suffi à la délégation ivoirienne et burkinabé de prendre plusieurs décisions importantes, notamment le renforcement de la lutte contre le terrorisme, l'allègement des nombreuses tracasseries sur les routes de Ouagadougou à Abidjan et la mise en place d'un fonds commun pour promouvoir les activités de la jeunesse ivoirienne et burkinabé. Des détails avec Drissa Traoré et Amadou Lougué sur place à Bobo Dioulasso. L'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso traduite ici par cet accord conjoint. Les 2 ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso signent la fin des travaux de la première réunion de suivi et d'évaluation du TAC, le traité d'amitié et de coopération. 3 jours de travaux, plusieurs décisions et recommandations, mais aussi des questions d'actualité. Renforcer la lutte contre le terrorisme, améliorer la libre circulation des personnes et des biens par la réduction des tracasseries entre Ouagadougou et Abidjan et mettre en place un fonds commun pour la jeunesse. Moi, je vois par exemple un jeune qui a un projet qui est à cheval sur les 2 pays. Ce fonds-là peut intervenir à le financer. Et tout ça, ça vise à ce que nos jeunesses, nos femmes et nos filles aient non seulement du boulot, mais aussi il y a ce brassage-là entre ces populations-là. La réalisation de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou est encore abordée. On estime 600 km à peu près côté burkinabé et ça représente environ 1200 millions de francs CFA et nous avons décidé donc de faire par tronçon et nous pensons que d'ici la fin de l'année, on connaîtra déjà le nom de l'entreprise qui va exécuter le premier tronçon. Pour citer le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, le Premier ministre, son Excellence Amadou Coulibaly, a procédé mercredi dernier au lancement du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou de 50 km à peu près, qui est à mi-parcours Tissou entre Yamoussoukro et Bouaké. Actualité oblige, l'acquittement de Simone Gbagbo est aussi apprécié par les experts et les diplomates. L'acquittement de Mme Gbagbo relève de la justice. C'était une cour d'assises. Des jurés ont décidé en leur âme et conscience. Et le gouvernement ne fait que constater. Les 2 délégations burkinabé et ivoiriennes saluent la convergence d'esprit de leurs pays respectifs à travers l'organisation du TAC. La 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération est prévue en juillet prochain à Ouagadougou. Retour au Burkina pour évoquer le procès qui oppose l'UPC à la CENI. Le délibéré est attendu pour le 7 mai prochain. L'UPC reproche à la CENI sa décision d'ouvrir les élections du 28 mai prochain à tous les partis et formations politiques qui le désirent dans les communes de Béguédo, Zogoré et Bouroum Bouroum. Gérard Sommet, Abdelaziz Yadibou. La balance du Conseil d'État au cœur du contentieux qui oppose l'Union pour le progrès et le changement UPC et la CENI. L'UPC a introduit le 20 mars un recours en annulation de l'arrêté de la CENI portant précision des conditions d'organisation des élections municipales complémentaires dans les communes de Guédou, Zogoré et Bouroum Bouroum. Tout en jugeant la CENI incompétente pour prendre cet arrêté, la défense du plaignant va plus loin et attaque certains points qui y sont tenus. Et le point qui brûle le plus les lèvres de la partie plaignante, c'est celui autorisant tous les partis politiques et regroupements d'indépendants à prendre part à ces élections. Nous avions soutenu que la CENI a violé par cet arrêté la loi et l'autorité de la chose jugée. On ne peut pas permettre même à des partis qui n'étaient même pas constitués l'année passée de venir cette année prendre part. Évoquant l'existence d'un vide juridique, la défense de la CENI soutient qu'il n'y a pas eu violation d'un quelconque article du Code électoral. Pour elle, la Constitution est la loi suprême, le socle sur lequel est fondée la décision de la CENI
d'ouvrir ces élections complémentaires de Béguédo, Zogoré et Bouroum Bouroum à tous les acteurs politiques en vue de sauver la paix et la cohésion sociale. Seul arbitre de ce combat d'arguments, le Conseil d'État donne rendez-vous le 4 mai prochain pour trancher. Les échos du procès attaque poudrière de Yimdi à la barre ce matin. Sabkou Yago, un cultivateur de Léo. Le parquet lui reproche le recel de fugitifs. 5 autres personnes, en l'occurrence des militaires, sont passées s'expliquer sur des faits de désertion et de complot. Le compte rendu avec Konsoum Koulibaly et Zouvaviel David Dabiré. Sabkou Yago, cultivateur de son état à Léo, comparaît depuis ce matin devant le tribunal militaire dans l'affaire dite de Yimdi. Selon l'accusation, le jeune cultivateur aurait en octobre 2015 hébergé à son domicile Ali Sanou et compagnie. Il aurait également aidé les fugitifs à rejoindre la Côte d'Ivoire en passant par le Ghana. Et durant le séjour de la bande à l'étranger, pour paraphraser le parquet, il aurait gardé par devant lui un arsenal militaire leur appartenant. Arsenal qui sera récupéré le 20 janvier 2016 par les déserteurs de retour de leur exil ivoirien. Des accusations que Sabkou Yago ne refute pas systématiquement. Il dit avoir reçu à son domicile son ami d'enfance Abdoul Nafion Nebié et ses camarades Don Ali Sanou et les aurait aidés à atteindre le Ghana par des chemins détournés. Mais il dit ignorer en son temps les intentionnels de la bande. Et pour une manifestation de la vérité, Abdoul Nafion Nebié et Sabkou Yago sont confrontés à la barre. Le soldat reconnaît avoir passé une soirée chez son ami Sabkou Yago avec Ali Sanou et d'autres amis. Il nie par contre avoir confié des armes à ce dernier. Étaient également présents à la barre 3 sous-officiers de l'ex-RSP. Roger Koussoubé, alias le Touareg, Mohamed Zerbo et Wenkouri Kossé, accusés de désertion en temps de paix. Invités à expliquer au tribunal les circonstances de leur désertion de l'armée en octobre 2015, les prévenus relatent des menaces de mort de sources dignes de foi qu'ils auraient reçues au lendemain de la dissolution du RSP. Des menaces minimisées selon eux par la hiérarchie militaire. Face à ce qu'ils qualifient d'indifférence, ils ont opté de mettre les voiles. Direction la République de Côte d'Ivoire avant d'être rapatriés par les autorités ivoiriennes pour répondre à la justice burkinabé sur les dossiers de l'insurrection de 2014, du putsch de 2015 et de désertion. Les auditions continuent demain au tribunal militaire avec Ali Sanou. Des députés s'inquièrent des nouvelles des pensionnaires des prisons de Ouagadougou. Ce 30 mars, ils ont fait le tour des centres de détention de la capitale burkinabé où ils ont pu s'imprégner de conditions carcérales. À l'issue de cette visite, ils souhaitent réfléchir sur de nouveaux textes en ce qui concerne les prisons du Burkina. Nathalie Awadgo, Siedilarienne. La visite a duré 9 heures d'horloge non-stop. De la MACA, la maison d'arrêt et de correction des armées, à la prison de haute sécurité, en passant par le service régional de la police judiciaire spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme et la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, les députés de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains ont pu constater de visu les conditions carcérales des détenus. En ce qui concerne l'alimentation des détenus, en ce qui concerne les problèmes de santé, de façon globale, et en ce qui concerne aussi le nombre très important de prévenus qui attendent d'être jugés ou d'attendre de comparaître d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un ensemble de problématiques qui font que la communauté internationale, notamment les organes de traité, ont fait des recommandations et c'est dans ce cadre que nous voulons travailler avec le gouvernement. À la MACA, la maison d'arrêt et de correction des armées, les élus ont pu visiter les compartiments des détenus. Ils ont rencontré les éléments de l'ex-RSP et les deux généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré. Selon le régisseur de la MACA, le manque d'infrastructures de santé et le manque d'eau sont les problèmes vécus par les détenus. Au niveau du service régional de la police judiciaire spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme et la prison de haute sécurité, les difficultés sont d'ordre matériel. La situation est tout autre à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La MACO enregistre 2003 détenus pour une capacité de 800 places, toutes catégories confondues. Pour le président de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, des recommandations seront faites au gouvernement et des missions d'information seront diligentées pour suivre la mise en œuvre de la politique carcérale du gouvernement.
En santé, dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso, la volonté politique et institutionnelle est au rendez-vous. C'est ce que relève une étude récente commanditée par une association. Mais l'étude précise qu'il existe cependant un vide juridique sur bien d'aspects de la lutte. Explication avec Maïmouna Traoré et Daouda Ouattara. L'excision, une pratique qui a la peau dure dans les 3 pays concernés par l'étude, le Burkina Faso, le Mali et le Bénin. L'analyse montre qu'ils sont résolument engagés dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF. Les 3 pays ont tous créé des structures de lutte contre les MGF, mais l'analyse du cadre juridique montre que le Mali ne dispose pas de texte spécifique pour la répression des auteurs et complices. Et ceux en vigueur au Burkina Faso et au Bénin comportent des insuffisances. Contrairement au Bénin, il n'existe pas une obligation faite aux agents de santé de dénoncer les cas d'excision dont ils ont connaissance. À l'heure actuelle, on ne peut pas faire une analyse objective de la pratique. Nous avons vu que les données qui ressortent de l'annuaire judiciaire, de l'annuaire statistique de la justice par rapport aux condamnations de la pratique de l'excision diffèrent des données du SPCNLPE. Donc, il faut réellement qu'il y ait une harmonisation, qu'il y ait des données fiables. L'étude recommande principalement une intensification du plaidoyer, une généralisation de l'enseignement des MGF dans les établissements et une synergie d'action entre les différents acteurs. Nous sommes très heureuses du travail qui a été accompli, qui nous montre exactement les vides juridiques au niveau de la législation en place au Burkina et qui également nous fait des recommandations sur la façon dont nous devons mettre en synergie d'action tous les acteurs de la lutte contre les MGF au Burkina Faso. Les résultats de l'analyse feront l'objet d'un atelier national de validation. Toujours en santé, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que le paludisme a baissé entre 2015 et 2016 dans des pays comme le Burkina Faso, le Bénin et la Gambie. L'OMS, qui s'appuie sur une étude menée dans ces pays, attribue cette performance aux agents de santé communautaires, mais aussi à la sensibilisation. Ce 30 mars, les professionnels de la santé se sont retrouvés à Ouagadougou pour partager les résultats de cette étude. Konsoum Koulibaly et Draman Guéné. C'est un atelier pour restituer les résultats d'une étude sur la contribution des agents de santé communautaire dans la prévention du paludisme pendant la grossesse. L'étude, commanditée par l'OMS, révèle que l'avènement de ces agents de santé pris parmi les populations est d'un grand apport dans la lutte contre le paludisme grâce à leur politique de proximité. Mais des insuffisances, il y en a encore. Nous allons ensemble ici au cours de cet atelier examiner toutes ces contraintes-là qui sont relatives au système de santé lui-même, qui sont relatifs aux aspects socio-culturels de la population. Et donc c'est pouvoir proposer à l'issue de cet atelier des recommandations pour éventuellement permettre au programme national de lutte contre le palu et au ministère de la Santé de pouvoir poser cette stratégie, on va dire, à large échelle pour le bénéfice de toutes les femmes au niveau du Burkina, mais également dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ces experts reconnaissent que le Burkina a une longueur d'avance sur les autres pays dans l'introduction des agents de santé à base communautaire dans son système de santé. Au-delà de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, on a aussi recruté 17 668 agents de santé à base communautaire. Donc il faut pouvoir les utiliser pour que ces ASBC puissent porter les interventions jusqu'au niveau communautaire pour qu'on puisse toucher les cibles. L'étude a débuté en 2014 et s'est déroulée en Gambie, au Bénin et bien sûr au Burkina, plus précisément dans le district sanitaire de Nanoro dans le centre-ouest. Et justement, l'exemption de paiement des soins au Burkina Faso en faveur des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou allaitantes est effective depuis avril 2016. Mais l'idée avait été expérimentée bien avant par une ONG. Terre des Hommes avait en effet conduit un projet pilote dans certains districts sanitaires de l'intérieur du pays et les résultats ont été édifiants. Avec la généralisation de la mesure, l'ONG voit ainsi ses efforts aboutis. Nyarkiteda. L'exemption de paiement aux soins de santé primaire des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes, une activité phare de la Fondation Terre des Hommes au Burkina Faso.
C'est une expérience que la Fondation partage ici avec les acteurs de la santé ainsi que les autres partenaires du domaine. En termes d'expérience, quand vous mettez en place un système d'exemption de paiement des soins, il est important aussi de mettre en place un système de contrôle. C'est ce système que nous avons mis en place. Ensuite, d'autres partenaires sont venus nous demander de tester d'autres modalités de contrôle. Pour contribuer à la réduction des maladies materno-infantiles, la Fondation Terre des Hommes a influencé les politiques de gratuité des soins et a mis en place un contrôle pour la maîtrise des coûts des prestataires. Le principe imposé par la loi sur le régime d'assurance maladie universelle de 2015, c'est que les Burkinabés contribuent à la prise en charge de leurs soins de santé, certes organisés par l'État burkinabé. Pour cela, il faut faire des évaluations pour que concrètement on sache combien va cotiser par exemple un fonctionnaire, un commerçant ou un assujetti du secteur libéral. La Fondation Terre des Hommes appuie le gouvernement burkinabé en matière de santé depuis 1987. Elle est soutenue par le Bureau humanitaire de la Commission européenne. Elle fait de la santé maternelle et infantile sa priorité. Dans le Sahel, c'est surtout la situation alimentaire et nutritionnelle qui préoccupe et pour prévenir les crises, une veille est maintenue à travers un dispositif régional. Ce dispositif a fait l'objet d'une discussion les 22 et 23 mars dernier au Sénégal. Les participants à la rencontre de Dakar se sont retrouvés ce matin pour une restitution des résultats et c'était en présence de Estelle Judith Assogba. Il ressort de cette analyse que malgré les disponibilités alimentaires globalement bonnes, certains pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad présentent par endroits une situation alimentaire et nutritionnelle. Si nous prenons les personnes globalement en difficulté, nous allons parler de 9,6 millions de personnes qui sont globalement en situation d'insécurité alimentaire. Dans ces 9,6 millions, il y a des personnes qui ont tout de suite et immédiatement besoin d'assistance. Ce bilan dressé concerne la période de mars à mai de cette année. Si rien n'est fait, la situation pourrait se détériorer durant la saison de soudure. Si on n'agit pas, c'est-à-dire qu'à partir de ce mois-là, jusqu'on attend juin, on ne fait rien, c'est là que nous disons que le nombre de ces personnes en situation difficile va passer de 9,6 millions à 13,8 millions de personnes. Et dans tous les pays, c'est seulement au Nigeria que nous avons identifié des personnes qui sont carrément dans cette phase 5 qui est la famine. Face à cette situation critique, il faut agir vite et ces experts lancent un appel aux gouvernants des pays concernés. Nous insistons et disons aux pays et aux partenaires d'investir dans le long terme. Il y a souvent des aménagements qui se font, il y a souvent des constructions de ponts. Ça rentre dans le long terme pour faire en sorte qu'en fait, on puisse améliorer l'environnement de la production agricole au niveau des États. Les présents résultats sont issus des analyses nationales faites dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Autre actualité dans ce journal, le ministre des Infrastructures était ce mardi 28 mars dans la région du Centre-Est. Éric Bougouma a pu visiter la construction de pistes rurales dans les communes de Kando, Zaougo et Boussouma. Le compte-rendu est signé Clarisse Nitiema. Le ministre Éric Bougouma visite au pas de course des pistes rurales en construction dans les communes de Kando, Zaogo et Boussouma dans la région du Centre-Est. Longues de 32 km, ces pistes connaissent un taux d'exécution assez satisfaisant. Au niveau de Boussouma-Sanogo, nous sommes à un taux d'environ de plus de 70%. Et au niveau des ouvrages, nous sommes à plus de 52%. Au niveau de Kando, nous sommes à environ 30%. Et au niveau de Kopela, nous sommes à environ 10%. Pour ce qui est du délai, nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Nous allons respecter le délai. Dans l'ensemble, le ministre des Infrastructures dit être satisfait de l'état d'avancement et de la qualité des ouvrages qui amorce ainsi la mise en œuvre du Programme national du développement économique et social, PNDS. Pour ce qui a été fait de façon presque définitive, la qualité est acceptable. Il reste beaucoup à faire. Nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer le rythme des travaux, d'améliorer la qualité de l'exécution.
Nous reviendrons avant l'achèvement des travaux pour que, à la fin, nous soyons satisfaits. Les travaux connexes de ces ouvrages routiers devraient permettre la réalisation d'un forage à Boussma et la normalisation d'une école sous paillotte dans la commune de Kando. Dans Fani Fashion Week, le salon international de design textile africain de Ouagadougou referme ses portes ce 1er avril au musée national. Un salon qui rassemble les acteurs de la chaîne du textile africain. Et ce 30 mars, le ministre en charge de la culture est allé soutenir les promoteurs. Nyarkiteda. Le ministre de la Culture sur le site de Danfani Fashion Week. Taïrou Bari découvre sur place les merveilles faites à base de Faso Danfani. Au-delà de la découverte, c'est une visite placée sur fond d'encouragement aux différents artisans. Cette visite me permet d'apprécier la richesse de notre patrimoine à travers la création de tous ces professionnels du métier et surtout de prendre conscience de la nature et de l'importance de la contribution que nous devrons apporter à ces femmes et à ces hommes qui se battent chaque jour pour préserver notre patrimoine. Pour la promotrice, la visite du ministre de la Culture honore toute l'équipe de Danfani Fashion Week, mais aussi et surtout galvanise les artisans. C'est un bonheur d'avoir notre copain avec nous aujourd'hui. On a commencé depuis samedi 25 et aujourd'hui on a cette heureuse surprise de l'avoir avec nous. C'est vraiment un encouragement aussi, un soutien de taille. Je pense que c'est un secteur qui est très porteur et nous avons besoin d'encouragement pour poursuivre ce cadre-là que nous avons initié. En fait, c'est juste pour permettre à ces gens d'avoir de la visibilité et surtout de trouver le cadre pour leur permettre d'avoir des commandes. Pour sa part, le ministre a félicité la promotrice et invite les artisans à persévérer pour faire de Faso Danfani la tenue de tous les Burkinabés. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens ce vendredi, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Le procès de l'attaque de la poudrière de Yimdi se poursuit et c'est la remise en cause des procès-verbaux qui fait la une des parutions de ce jour. Sidoya relate le déroulement des audiences du 3e jour et ce sont 7 personnes qui ont été auditionnées au cours de la journée d'hier, précise l'observateur Palga. Révélations, contradictions et accusations sont la substance des auditions, rapportent les journaux. Et s'il y a un point sur lequel le parquet et les avocats sont en désaccord, c'est bien les déclarations préliminaires des accusés, rapporte Le Pays. La quasi-totalité des accusés a remis en cause les procès-verbaux, notamment ceux provenant de la gendarmerie nationale, écrit Le Quotidien. Chose que les conseils des accusés ont utilisé tout au long des auditions pour exhorter le tribunal à ne pas accorder de crédit aux dites pièces, explique ce journal. Le procès se poursuit ce 31 mars, mais aujourd'hui, Ofaso annonce d'ores et déjà un autre procès à venir, celui du push manqué intitulé « Ministère public contre le général Diendéré ». Autre sujet d'actualité, la lutte contre le terrorisme. Pendant qu'aujourd'hui Ofaso annonce l'arrestation de Malam Ibrahim Diko, l'observateur Palga informe que le procès imminent d'Alioune Mahamad Touré, chef de la police islamique à Gao entre 2012 et 2013, aura bientôt lieu. Plusieurs faits lui sont reprochés, à savoir la lapidation des présumés adultères, les amputations des présumés voleurs et les exécutions sommaires. Bien qu'une date précise n'ait pas été fixée, ce journal écrit que la seule idée de le voir bientôt dans le box des accusés soulage bien des cœurs meurtris et pense des blessures encore vives. On s'arrête là pour cette édition. Ruth Buni Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.